Xavier Moreau, bonsoir. Vous êtes homme d'affaires et analyste politico-stratégique. Vous habitez Moscou depuis plus de 16 ans et fondateur du site d'analyse géopolitique Stratpol. Avant de rentrer 22 ans. 22 ans, ben voilà, vous me corrigez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur la manière dont se déroulent les combats, comment se déroule la vie économique à Moscou sous les sanctions et éventuellement les contre-sanctions? Écoutez, honnêtement, jusqu'à présent, on n'en voit pas trop la différence, puisque, alors on a vu un petit peu d'inflation, notamment sur des produits importés, mais rien de vraiment significatif dans la mesure où la Russie aujourd'hui, dans les points de vue des denrées alimentaires ou du point de vue de l'essence, qui sont on va dire les produits qui sont les plus critiques, eh bien les prix n'ont pas changé quasiment. Donc de toute manière, les sanctions qui sont prises, si tant est qu'elles aient un effet réel sur l'économie russe, ce ne sera pas avant plusieurs mois. Donc pour l'instant, on ne fait pas trop la différence. La Russie était prête en fait pour ce genre de sanctions, visiblement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir sur le terrain, vous disiez dans un dernier podcast que la Russie est en train d'utiliser la technique ancestrale militaire de Chine, c'est-à-dire une technique de mâchoire. Et pourtant, les renseignements britanniques disent cette nuit qu'il n'y a quasiment aucune initiative de l'armée russe. Est-ce que finalement, ça vous semble surprenant? Vous avez l'air d'être surpris d'ailleurs. Oui, non, ça veut dire qu'ils ne suivent pas les combats sur le terrain. Pas la nuit dernière, mais celle d'avant. La Russie a lancé une offensive de 22 heures le soir jusqu'à à peu près 10 heures du matin, qui lui a permis une progression de 8 kilomètres à l'intérieur, en profondeur, à l'intérieur des lignes ukrainiennes, et notamment dans cette partie donc à l'est de l'Ukraine, qui a été fortifiée depuis 8 ans. Vous avez des bunkers, des abris bétonnés, des entrepôts, etc., etc. Donc non, le problème c'est qu'en fait, il y a une première phase de la guerre qui a surpris tout le monde, je pense y compris même les Russes, où on a vu l'armée russe pénétrer extrêmement rapidement au nord et au sud du pays. Mais l'essentiel de l'effort de guerre, il se trouve à l'est, puisque c'est là qu'est l'essentiel de l'armée ukrainienne. Et de toute manière, de facto, ça fait 10 jours que l'armée ukrainienne est incapable de manœuvrer, n'a plus aucune initiative stratégique, et on peut dire que le but opératif russe est atteint. Après, la stratégie... C'est-à-dire d'étouffer l'ennemi, parce que hier, on a suivi des déclarations du Kremlin qui disaient que l'armée russe était capable ou n'excluait pas de diriger, de contrôler les grandes villes ukrainiennes. Ça s'appelle quand même une occupation militaire ou pas ? Je pense qu'il y aura une prise de contrôle des grandes villes. C'est déjà en cours à Mariupol, c'est déjà en cours à Kharkov. L'assaut sur Kiev n'a pas encore été donné. Je pense que les Russes aimeraient l'éviter, aimeraient que y ait un cessez-le-feu, enfin en tout cas plutôt que Kiev dépose les armes. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans le sud-ouest de l'Ukraine, dans le sud-est de l'Ukraine, là, une fois les bataillons de représailles, ce que moi j'appelle les ukronazis, éliminés, la Russie n'aura pas occupé le terrain. Les habitants du sud et de l'est de l'Ukraine ne sont pas hostiles à la Russie, surtout qu'ils voient au fur et à mesure que l'armée russe avance que cette armée ne lui est pas hostile et n'a pas l'intention, de toute manière n'a pas les moyens. Il doit y avoir un corps de 150 000 hommes qui a donné l'assaut. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas occuper un territoire plus grand que la France avec 150 000 hommes. Il y a quand même une réelle, clairement, il y a une réelle différence entre ce que vous appelez le commandement, le bataillon Azov et l'armée ukrainienne, tout de même, sur le terrain. Oui. Ah, tout à fait. Alors, il y a une différence. Cela dit, ce que les Russes ont découvert, et je pense que ça a été leur surprise, c'est que à l'intérieur de l'armée ukrainienne, énormément d'officiers, de cadres ont été recrutés à l'intérieur de ces bataillons. Ce qui explique notamment qu'ils fassent moi, j'ai comparé ça, si vous voulez, à la défaite allemande, à la retraite allemande en 1945. Vous savez, Hitler a donné l'ordre du Festung-Befehl, c'est-à-dire, en fait, chaque ville doit devenir une forteresse. Et ça, si vous voulez, ça retarde l'échéance finale, mais ça ne permet pas ni de contre-attaquer, ni de remettre en cause le fait que depuis 10 jours, l'armée ukrainienne, en tant que système coordonné, a cessé d'exister. Mon ancien invité Sergueï Girnov en France, qui est un ancien colonel du KGB, me disait il y a longtemps, il y a 3 semaines déjà, que, alors selon lui, bien évidemment, Vladimir Poutine avait signé la perte de la Fédération de Russie en attaquant. Quelle est votre réaction à ces propos ? Non, moi je pense pas. Si vous voulez, d'après ce que j'ai vu et les analyses auxquelles j'ai pu avoir accès, déjà la campagne militaire
ne coûte pas plus cher que l'entraînement habituel de l'armée russe. Ensuite, si vous regardez l'évolution des combats, à mon avis, fin mars, début avril, ce sera la plupart de ces combats seront terminés. Donc je crois qu'au contraire, cette guerre, que moi je ne souhaitais pas, hein, mais après je regarde les choses de manière pragmatique, va au contraire renforcer la Russie. Puisque ça... Oui. Non, c'est très intéressant parce que effectivement, au même moment où vous dites renforcer la Russie qui durcit ses positions sur le dossier du nucléaire, est-ce que là aussi on peut y voir la volonté du Kremlin de dire nous maîtrisons nos sujets? Je pense que oui. Si vous voulez, vous regardez la manière dont cette offensive a été planifiée, non seulement du point de vue militaire, mais même du point de vue économique. Il est clair que toutes les contre-sanctions et toutes les mesures qui ont été prises pour contrer justement les sanctions qui ont été prises étaient prévues depuis longtemps. Et surtout, la Russie a mis en place depuis 2014 tout un système dont je vous parlais au début de cette émission, notamment un système de cartes, la fameuse carte Mir qui remplace la carte de crédit, le système de transfert d'argent interbancaire dans le pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans le fonctionnement de l'économie russe, vous ne voyez pas la différence avec ou sans sanctions. Donc c'est au contraire quelque chose de parfaitement planifié, avec un début et une fin. Vous voyez très bien que l'armée russe ne va pas dans l'ouest de l'Ukraine. Si vous tirez une ligne entre Kiev et Vinnytsia, hein, vous avez une espèce de carré à l'ouest de l'Ukraine, la Russie n'y va pas, sauf des bombardements à longue distance, comme on a vu contre les mercenaires. Et voilà. Donc, mais en dehors de ça, à part ces opérations aériennes, l'armée russe se contente de contrôler le sud-est de l'Ukraine, les ports. Donc ça, effectivement, les rives de la mer Noire et les rives de la mer d'Azov sont quasiment totalement sous contrôle russe aujourd'hui. Et ce qui les intéresse, c'est cette Ukraine qui est, on va dire, russe ou russophone, et aussi qui est le cœur économique de l'Ukraine, puisque c'est la partie industrielle. Je crois que le port de Mariupol, qui devrait bientôt tomber d'ici quelques jours, peut-être même quelques heures, entre les mains de l'armée russe, c'est 20% du PIB ukrainien. On va en parler justement avec mon prochain invité. Merci Xavier Moreau d'avoir répondu à nos questions. 22 ans, bien sûr, donc à Moscou, homme d'affaires et analyste géopolitique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous en prie. À bientôt.